Si les Gaulois cultivaient déjà le prunier, ce sont les Romains qui en ont propagé la culture sur tout le pourtour méditerranéen. La particularité du prunier d'Ante est notamment qu'il produit un fruit très riche en sucre qui se conserve difficilement. Ainsi, historiquement, la prune était séchée car ne pouvait pas se conserver, donnant naissance au pruneau, associé désormais à l'appellation IGP pruneau d'Agen. Le verger du prunier d'Ante représente 11 500 hectares en France, 1100 exploitations, le bio représentant le chiffre non négligeable d'environ 10% de la production. En 1964 est créée Cofidou, une des premières coopératives de commercialisation du pruneau d'Agen, réunissant des producteurs de Sainte-Livrade-sur-Lot et des communes avoisinantes. La coopérative, proche de ses adhérents, est restée à taille humaine et regroupe 47 producteurs. Parmi eux, 4 producteurs sont passés en agriculture biologique depuis une dizaine d'années et 4 sont en phase de conversion et seront affiliés en bio d'ici 2021. La demande du consommateur est en effet forte en matière de pruneaux bio. La récolte de pruneaux d'Agen bio en 2016 a été de 2222 tonnes, production qui ne permet pas de satisfaire tous les besoins des consommateurs français. 700 tonnes d'importation étant en effet par ailleurs nécessaires, cela représenterait le potentiel de 50 producteurs pour répondre à cette demande. En 2016, on a fait une étude auprès de tous nos adhérents sur leur sensibilité à l'agriculture biologique. Donc il faut savoir qu'on a à peu près 30% des adhérents qui seraient ouverts à ce mode de production, mais qui ont des peurs au niveau technique. Donc qui identifient des contraintes sur l'exploitation et qui n'ont pas forcément les clés pour les résoudre. Donc là, tout est l'objectif de la coopérative, de leur apporter ces solutions. Philippe Sfiligoy fait partie des producteurs désormais affiliés bio. Son exploitation de 70 hectares comprend 25 hectares de prunier d'Ante bio. Ici, vous êtes donc sur le verger des Prunerets. C'est une exploitation familiale qui a été créée depuis 1926. Donc mes grands-parents sont arrivés de Slovénie, ex-Yougoslavie. Donc au départ, l'exploitation n'était pas suivie en culture biologique. On a en fait suivi un peu la tendance générale, c'est-à-dire que dans les années 70, on nous a expliqué, alors les gens qui pensaient bien, qui pensaient en tout cas pour nous a expliqué qu'on ne savait pas produire, qu'on n'était pas bon, qu'il fallait regarder vers la culture américaine où ils étaient capables de produire des tonnages extraordinaires. Mais pour ça, il fallait mettre beaucoup d'intrants et produire un maximum pour justement s'en sortir. Et après, on s'est rendu compte des limites. C'est-à-dire que plus on produit, plus on dérègle le système et donc il faut traiter davantage, il faut mettre davantage de fumure dans le sol parce qu'il s'appauvrit, enfin voilà, tout est lié. Donc il y a quelques années, je me suis un peu remis en cause dans mon fonctionnement. Et donc c'était il y a une dizaine d'années maintenant, où j'ai pratiquement eu le choix de me dire soit j'arrête la profession, parce que j'étais arrivé au bout du système, ou soit j'essaie de gérer autrement, de trouver d'autres solutions et d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus positif. Et donc naturellement je me suis orienté vers la culture biologique et c'est de là que c'est parti. Alors, la barrière la plus délicate pour passer en bio en fait c'est surtout une barrière psychologique. Surtout il y a quelques années, il y a 10 ans, quand donc j'ai décidé de passer en bio, c'est déjà l'image du bio. Les réflexions de voisins, d'amis qui me disent oh là là, mais attends, tu passes en bio, mais c'est une catastrophe, c'est que vraiment ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus produire. Et c'est ce cap-là qui est difficile à passer. Une fois que psychologiquement on a passé ce cap-là, je dirais qu'après la technique suit, l'évolution suit et le résultat arrive derrière. Le passage en bio s'est fait surtout quand mon père est parti de l'exploitation. Et il était assez réticent là-dessus. Donc maintenant, il est tout à fait d'accord. Mais je pouvais difficilement évoluer tant qu'il était encore là. Je voulais faire évoluer mon exploitation, avoir des pratiques un peu plus raisonnées et propres, qui collent plus à la nature. Et donc c'est pour ça que je suis passé en bio et c'est quelque chose qui était réfléchi et que je regardais depuis plusieurs années.
Je pense que les conversions, comme disait M. Daudefeuille, chez qui nous sommes, demandent une démarche un petit peu intellectuelle de la part du producteur qui souvent prend plusieurs années. Parce que si on veut se convertir uniquement pour des questions économiques, ce qui se conçoit, il faut quand même comprendre qu'il va falloir un peu sortir du formatage qu'on a en conventionnel, un problème, un produit en solution. En bio, on va être sur des conjugaisons de pratiques qui vont nous permettre d'aller dans le bon sens pour avoir une production régulière, quantitativement et de qualité. Quoi qu'il en soit, quelqu'un qui doit se convertir aura toutes les chances de réussir s'il n'a pas de gros problèmes sanitaires au moment de la conversion. Je pense notamment à de fortes problématiques carpocaps de la prune ou puceron. Et donc il faut quand même faire un bon audit avec son technicien avant d'aborder la conversion pour bien voir ses points faibles et ses points forts, je dirais aussi bien au niveau du verger que du producteur, voire de ses salariés, la manière aussi dont ils adhèrent ou pas au projet. Alors les points clés pour réussir son itinéraire technique en prunier de dente bio, le premier élément dont il faut prendre en compte, c'est le sol. On doit avoir un sol qui fonctionne. Un sol qui fonctionne, c'est un sol qui aura une aération, une porosité et un niveau de matière organique suffisant pour assurer le fonctionnement des micro-organismes et qui donc pourra utiliser une fertilisation adaptée à la fois en termes de qualité et en termes de quantité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le producteur, il doit penser et intégrer dans ses coûts de travail le temps passé en termes d'observation et de suivi des vergers, ce que les gens en conventionnel parfois ont un petit peu oublié. Et puis, comme on est en bio sur des stratégies beaucoup en prévention, il devra aussi peut-être compléter ses compétences, ses connaissances d'un point de vue de la biologie des maladies, des ravageurs, mais aussi des auxiliaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance sur le département du Lot-et-Garonne. On a toutes les filières qui sont représentées en agriculture biologique, donc aussi bien les grandes cultures que l'arboriculture, que le maraîchage. Et donc, on a accumulé en fait pas mal de connaissances techniques. Je dirais que pour un agriculteur qui souhaite s'engager en bio dans des parcelles de verger, une des premières étapes, c'est de rencontrer des homologues agriculteurs bio, pruniculteurs qui sont déjà passés en bio et qui pourraient lui faire part de ces expériences. Par ailleurs, si c'est un pruniculteur qui a de très grosses surfaces, peut-être qu'une conversion progressive serait plus pertinente pour lui afin de commencer à bien maîtriser son itinéraire technique en bio et monter petit à petit en fait son potentiel de production bio. Enfin, je pense que même si on parle le plus souvent du risque de pression maladie et ravageurs, dans la conduite d'un arbre en général et en pruniculture c'est vrai également, la maîtrise de l'herbe et la maîtrise de la fertilisation sont à mon avis deux points très importants à bien maîtriser en agriculture biologique et c'est pour ça que la situation d'où on part est très importante à analyser pour éviter ce que j'appelle le fait que le verger s'assoie, c'est-à-dire qu'il cale un peu en termes de potentiel de production sur la 3e année de conversion parce que il n'y a plus assez de réserves dans le sol ou la concurrence à l'herbe est trop importante et du coup on peut avoir des baisses de potentiel dans ces années stratégiques des 2e, 3e années, voire première année bio, le temps que le verger retrouve un équilibre de production bio. Sabine Richet a repris l'exploitation de prunier dente en 2014 alors que celle-ci était en cours de conversion bio. On travaille donc sur une surface de presque 13 hectares. Il y a une partie qui a été, un hectare qui a été renouvelé cette année. Et par ailleurs, on a essayé de mener 2 projets puisque avant de me
me lancer dans la pruniculture, moi j'étais éleveuse de poneys Welsh depuis déjà 15 ans et donc on est arrivé dans le verger avec nos poneys. On a essayé de mener les 2 projets de front. Donc les chevaux gèrent une grande partie de l'enherbement, on n'a pas beaucoup besoin de passer le broyeur. Et par ailleurs, en fait, on produit quand même du fumier en quantité assez importante. Et par derrière, on valorise donc ce fumier pour amender les pruniers. Et, donc la boucle est bouclée, on va dire. Voilà. Dans l'exploitation de Christophe d'Hautefeuille, producteur actuellement en cours de conversion vers l'agriculture biologique, le fumier est échangé auprès d'un voisin contre de la paille. Donc on a fait un tas de fumier à l'automne auquel j'ai mis un activateur biologique. Donc c'est du fumier qui aura un peu moins d'1 an. Et comme ça, je vais pouvoir en apporter dans mes vergers. Là, au mois de mars, 3 tonnes hectares. Au mois d'avril, 1 tonne hectare. Et après la récolte, 1 tonne hectare pour la mise en réserve. Bio, il vaut mieux tailler en gardant des branches bien vigoureuses parce qu'au niveau des amendements, on n'a pas toujours les réactions qu'on espère et donc il faut sélectionner des bons rameaux pour avoir une bonne production les années prochaines. Et tailler clair, avoir des branches bien espacées pour éviter d'avoir des maladies et du monilia notamment. Plusieurs fois par an, il faut passer au pied des arbres pour enlever l'herbe qui pousse, pour éviter la concurrence, parce que comme ce sont des arbres très jeunes, ils ont des racines pas très profondes et s'il y a de l'herbe à côté, il y a concurrence et du coup, ils poussent beaucoup moins vite. Donc là, je regarde avec une loupe x10 la présence d'acariens, des œufs d'acariens pour éventuellement traiter aux huiles. Le temps est un élément essentiel pour réussir en bio. Le temps d'observation, le temps d'amendement, le temps de désherbage, le temps dans les vergers est plus long. Là où l'agriculture conventionnelle donne une solution par le traitement chimique, le bio demande un raisonnement d'ensemble. Depuis le sol à la plante, au climat, en passant par les auxiliaires et les prédateurs qui arrivent au verger, c'est tout cet équilibre-là qu'il faut conserver. La biodiversité fonctionnelle, c'est en fait toute la biodiversité qui va jouer un rôle favorable à la production agricole. Donc ça va comprendre les pollinisateurs, ça va comprendre toute la biodiversité du sol qui va aider à donner des éléments minéraux aux plantes, à protéger les plantes et puis tous les insectes qui vont protéger les cultures. Et donc parmi ceux-là, eh bien, on va trouver des coccinelles, des cirphes, des chrysopes et tout un tas d'autres insectes, des araignées. On peut trouver les oiseaux aussi, etc. Par exemple, en prunier, il y a des problèmes de pucerons, notamment les pucerons verts. Et alors on a de la chance parce que les pucerons font partie des ravageurs qui ont le plus de prédateurs ou de parasitoïdes. Donc par exemple, sur les pucerons, on va pouvoir avoir des larves de coccinelles qui vont réguler les populations, des larves de cirphes. Et tous ces insectes qui se nourrissent souvent à l'état adulte de fleurs, donc vont être présents dans les vergers et les femelles vont venir pondre dans les colonies de pucerons pour réguler les colonies de pucerons. Autre exemple, c'est le cas du Carpocaps. Un des bons auxiliaires pour lutter contre le Carpocaps, ce sont les chauves-souris. Les chauves-souris qui mangent la nuit des insectes et qui se promènent dans les vergers, qui parcourent les vergers et qui vont manger les adultes. Alors une petite pipistrelle, c'est une des plus petites chauves-souris qui va peser autour de 5 grammes. Elle peut manger 300 papillons par nuit. Donc d'où l'intérêt d'avoir des chauves-souris dans les vergers ou éventuellement de mettre des nichoirs pour les attirer dans les vergers.
Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'aménager l'environnement, d'aménager la parcelle agricole en elle-même et d'aménager l'environnement pour favoriser tous ces auxiliaires. Alors, un des bons moyens de favoriser les auxiliaires, c'est déjà de leur offrir des abris. Et les abris, on va les trouver dans les haies. Ce qu'il faut bien comprendre quand on est dans une approche agroécologique de la protection des cultures, c'est que c'est l'environnement qui va aider à gérer les problèmes. Et donc, à ce moment-là, c'est plus j'ai un problème de puceron, j'ai un traitement qui soit conventionnel ou bio pour lutter contre le puceron, mais surtout, j'ai des problèmes de pucerons, ok, comment est-ce que je peux aménager mon environnement, comment est-ce que je peux augmenter la diversité en fleurs dans la parcelle pour attirer les auxiliaires qui vont venir protéger contre le puceron. C'est plus du tout une solution à court terme, on est sur du moyen, sur du long terme. Et puis, il faut apprendre la patience aussi, donc il faut apprendre à regarder et il faut apprendre à attendre. L'idée, c'est de remettre de la vie dans les vergers. Voilà, donc nous remettons des fleurs aussi dans les vergers, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que donc on a des ruchers qui sont fixes, qui sont là toute l'année. Et donc les abeilles ont du pollen pendant la floraison du prunier, mais qui est relativement courte. Et ensuite, il faut nourrir ces abeilles. Donc l'idée, c'est de remettre des fleurs et donc remettre du pollen pour ces abeilles-là. Ça, ce sont des abeilles donc, qui sont dans les ruches, mais il y a aussi toutes les abeilles sauvages qui ont besoin de pollen pour continuer à vivre tout le reste de l'année. Je fais de l'apiculture depuis plus de 50 ans et tout le temps en apiculture sédentaire, c'est-à-dire que je ne bouge pas les ruches. Le partenariat avec M. Sviligoy, le fait d'être en verger, notamment en verger de prunier, m'intéressait déjà depuis très très longtemps parce que les vergers de prunier, souvent, ce sont des vergers qui sont enherbés et où il y a la présence de pissenlits, qui sont un apport de nectar et pollen qui est très important pour le départ des colonies. Et je voulais démontrer à tout le monde qu'une arboriculture est possible tout en favorisant la survie des abeilles. Chose qui est peut-être difficilement réalisable dans certains vergers conduits en conventionnel. Aujourd'hui, sur l'exploitation de M. Sviligoy, j'ai 5 emplacements avec des unités entre 10 et 15 ruches par emplacement. Et franchement, tout se passe très bien. Et je pense que j'ai des ruches qui n'ont rien à envier à des ruches qui sont conduites en apiculture pastorale et avec des récoltes qui sont tout à fait correctes et surtout une santé de mes colonies qui est très bien. C'est gagnant-gagnant. Des abeilles, des fleurs, des nichoirs, des coccinelles ou encore des chauves-souris ne suffisent pas toujours, selon les vergers, à pallier à l'une des problématiques majeures de la culture du prunier et notamment en bio, le papillon Carpocaps, dont la chenille entre dans le fruit qui, une fois atteint, tombe précocement et pourrit. Voilà, donc là au-dessus, vous avez un diffuseur. C'est un diffuseur de phéromone qui nous permet en fait de faire de la confusion au niveau du Carpocaps de la prune. Donc on va le poser au printemps et pendant 3 mois, il va diffuser ses phéromones et qui va aller perturber les cycles de reproduction du Carpocaps. Par ailleurs, dans le courant de l'été, le producteur applique de l'argile qui recouvre le végétal et va perturber la ponte du Carpocaps, le forçant à quitter le verger pour aller pondre ailleurs. Celui-là, je suis pas sûre que ce soit un quand même. Il ressemble pas tout à fait au Carpocaps. 4. Ça doit être sans doute une Lobarzeski. Le bureau interprofessionnel du pruneau intervient également.
En effet, outre ses missions de contrôle, de promotion, de représentation et de normalisation du pruneau d'Agen, il dispose de 2 services plus techniques, dont le service verger, dont le rôle d'expérimentation permet notamment de faire progresser la recherche pour lutter contre les parasites et les maladies. Une fois qu'on a identifié les points de vigilance ou les nouvelles techniques, on va mettre en place des essais. Donc on va sur un verger tester en parallèle différentes choses et essayer par le biais des comptages de déterminer s'il y a une efficacité et si l'efficacité est suffisante, intéressante pour le producteur. Et c'est vrai que l'agriculture biologique, pour un service qui est technique, qui est lié à l'agronomie, c'est très intéressant parce que l'agriculture biologique, dans la plupart des cas, ne propose aucun moyen de correctif, curatif. Il ne propose que des solutions préventives. Donc ça nécessite d'être très pointu, d'être très présent dans son verger et d'être très réactif pour agir au bon moment quand on pense qu'on est dans une phase de risque, qu'un problème va se présenter. Pas mal, ouais. Notre particularité, c'est que toutes les techniques biologiques, toutes les techniques alternatives, on les travaille non seulement pour les agriculteurs biologiques, qui doivent respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique, mais également dans un but de pouvoir l'intégrer dans l'ensemble du verger, qu'il soit en agriculture biologique ou qu'il soit en agriculture raisonnée, pour permettre à tout le monde d'améliorer sans cesse ses pratiques. Donc là, je regarde les dégâts de pucerons. C'est un puceron qui s'appelle le puceron vert. Donc c'est un dégât qui est facilement visible parce que ce type de puceron va crisper le feuillage. Donc là, c'est un dégât qui est facilement visible au verger. Mais parfois, on a besoin, sur certains types de bioagresseurs, par exemple des acariens, de prélever des feuilles et de ramener au labo et de vérifier sous loupe binoculaire, qui a un grossissement beaucoup plus fort que la petite loupe de poche qui peut être utilisée par le producteur. Et donc au labo, on pourra mieux vérifier les différentes espèces d'acariens qui sont présentes sur feuilles et qui sont beaucoup plus petits que les pucerons. Normalement, le problème n'est pas trop présent sur les vergers bio. Ça se régule entre les phytoséides, qui sont donc les gentils acariens, et les méchants, ça se régule naturellement. Donc en bio, normalement, la problématique acarienne n'a pas besoin d'être traitée par une solution extérieure. Voilà, ça se régule naturellement. Donc en fait là c'est le dégât de Plocamp classique et ensuite ça fait carrément éclater le fruit ça je ne savais pas que c'était comme ça. Je m'en suis aperçu l'autre jour là. Ouais. Ça fait plusieurs qu'on en trouve comme ça, qui sont... Mais là en bio il n'y a vraiment pas grand chose à faire quoi. Pour l'instant. On y travaille. C'est un de nos essais de cette année. Sur les Oplocamp, on n'avait pas beaucoup de solutions, mais il se trouve que justement cette année, on est en train de travailler, d'évaluer une solution qui serait utilisable en agriculture biologique, mais les producteurs en agriculture raisonnée étant démunis aussi sur ce ravageur, elle pourra être utilisée largement. J'ai été bien accompagné par les structures, par les différents techniciens. C'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on se forme, il y a des personnes qui viennent nous voir et il y a des visites sur les exploitations. C'est stimulant, on a un groupe de producteurs avec qui on s'entend bien et on peut bien échanger. L'échange est important, l'échange de paroles, de pratiques, se donner des astuces et puis s'échanger à terme, peut-être s'échanger du matériel ou acheter du matériel en commun. On est plutôt plus aidé, je trouve, quand on fait la démarche bio que je pense quand on s'installe en conventionnel. Après, c'est vrai que c'est plus techniquement qu'il faut apprendre à anticiper. On est toujours en perpétuelle réflexion et c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas de monotonie. Puis chaque année est différente, alors ça permet d'appréhender les problèmes de façon un peu différente. Voilà. Outre le soutien et l'encadrement apportés par le BIP et Koufidou, les producteurs peuvent, pour ceux qui le souhaitent, adhérer à l'association Invenio, station d'expérimentation de la filière fruits et légumes en Nouvelle-Aquitaine. Créée par et pour les producteurs, Invenio a pour mission de répondre à leurs besoins et de leur fournir de véritables avantages concurrentiels par l'amélioration de leur production et des qualités de leurs produits. Je vais vous présenter un résultat d'essai sur la problématique cochenille. Donc la cochenille est un petit bioagresseur qui se met sur l'arbre, qui se dissimule le plus souvent sous des parties d'écorce ou sous du lichen,
Par rapport à ce ravageur, plusieurs techniques existaient de traitement qui, testées sur ce site, ont montré des efficacités assez relatives. Le test qui a été mis en place l'année dernière est d'essayer de dégager le lichen pour rendre la cochenille accessible. Donc ceci a été fait à l'aide d'un nettoyeur haute pression. On peut avoir le résultat ici sur cette arbre de l'effet de ce nettoyeur. Mais la complémentarité entre ce nettoyeur haute pression et des solutions de lutte biologique avait une meilleure efficacité. La difficulté était de rendre cette solution utilisable par le producteur, puisqu'à l'échelle expérimentale, on utilisait ce nettoyeur avec un petit groupe électrogène et on pouvait traiter 4 à 5 arbres, mais ce n'était pas utilisable en verger. Cette année, nous avons développé une technique qui se branche derrière un tracteur, qui emporte une réserve d'eau avec 2 lances et qui permettent ainsi de nettoyer l'ensemble d'un verger. Donc voici ici la modalité combinée qui associe un traitement du nettoyeur haute pression avec un produit qui ici est l'argile, qui vise à faire une protection vis-à-vis de la cochenille et un effet dessicant, c'est-à-dire essayer de faire sécher ces cochenilles. Argile, piège à phéromones, nettoyeur haute pression, analyse en laboratoire ou système d'irrigation perfectionné, l'agriculture biologique, dont on peut parfois avoir une image romantique, nécessite en réalité l'expertise de techniciens et d'ingénieurs de haute compétence pour obtenir des productions suffisantes. Les premiers résultats montrent généralement un rendement moindre qu'en agriculture conventionnelle, mais la filière bio reste cependant intéressante en matière de rémunération. Donc au départ, effectivement, la production en bio a tendance à baisser. Elle se rééquilibre dans un deuxième temps parce que comme on travaille différemment au niveau du sol, notamment au niveau de la fumure, le verger produit un peu plus. Et donc en fait, moi au départ j'étais tombé à peu près entre 2-3 tonnes de pruneaux hectare. Et là maintenant je suis plutôt entre 4 et 5 tonnes de pruneaux, sachant que pour l'instant le verger est quand même relativement âgé. C'est pour ça que depuis quelques années, j'ai enclenché un renouvellement du verger pour densifier les arbres et produire davantage. Il faut savoir que plus on part de haut, plus effectivement le différentiel va être marqué. Ensuite, on a malgré tout globalement une petite baisse de rendement, notamment parce qu'on travaille plus sur l'équilibre de l'arbre. On fertilise un petit peu moins pour limiter les risques de parasitisme. Donc on aura souvent une petite baisse de rendement à cause de ça. A contrario, ce travail sur l'équilibre de l'arbre, le fait de tailler plus sévère, de tailler tous les ans, etc., on aura globalement moins d'amplitude sur les phénomènes d'alternance. Ça explique pourquoi, malgré tout, on doit maintenir une valorisation financière supérieure, quoi. On a un marché bio qui marche bien. Effectivement, on est sur un marché qui a une croissance à 2 chiffres. Cependant, c'est un petit marché, donc on peut très très vite le désorganiser. Et donc c'est vrai qu'il vaut mieux planifier sa conversion en lien avec son organisation professionnelle, son organisation de producteurs ou sa coopérative, de manière à bien maîtriser le marché bio et à ne pas planter la filière bio qui est petite et qui repose sur un risque technique important quand même. Il y a un point qui est assez intéressant, c'est la rémunération du producteur lorsqu'il passe dans une production de pruneaux d'AGM bio. Il est vrai que le prix est avantageux. Il y a des coefficients de multiplication qui vont de 2 à 2,2. Donc c'est intéressant pour le producteur, c'est sûr. Mais par contre, il y a aussi beaucoup plus de travail et il y a vraiment une phase clé à passer qui est la conversion, où le producteur pendant 3 ans, bien sûr, est soutenu par la PAC, mais a toujours des prix de valorisation sur des pruneaux conventionnels, mais en ayant un itinéraire de culture bio. Donc il y a ces 3 ans à passer. Donc, c'est pour ça que le prix est revalorisé et c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a quand même un effort de la part du producteur et une prise de risque. Cette prise de risque, traduite par le temps de conversion, est administrativement bornée sur un temps de 3 ans. Cette durée se conçoit bien, notamment par rapport à la nécessité
de relancer les activités en termes de fonctionnement de sol. D'ailleurs, c'est pour ça que des gens qui sont en réflexion de conversion, même avant qu'ils signent leur conversion, moi je leur conseille de démarrer leur révision de leur fertilisation et des modalités de leur travail de sol au préalable. Un passage en bio, ça se prépare. Nous, il y a 5 ans, on a commencé à ne plus désherber. On n'a plus désherbé parce que c'était quelque chose de visuel. Quand nos clients arrivaient et qu'ils voyaient que le verger n'était plus désherbé, déjà ça les interpellait. La deuxième chose, ça a été la confusion sexuelle. Il y a 2 ans, on est passé en confusion sexuelle sur le carpeau. C'était pour permettre de ne plus employer d'insecticides. C'était une demande qu'on faisait. L'autre chose, les engrais chimiques ont été passés avec des engrais organiques depuis aussi 2-3 ans. Au départ, c'était pas une volonté de passer au bio. Ça s'est fait progressivement et je pense que depuis l'année dernière, on a décidé de passer au bio. Mais nous, on cherchait vraiment à faire des productions plus propres sans l'appellation bio. Mais on s'est aperçu que on faisait ça, mais on perdait l'avantage des prix. Côté économique, parce c'est des productions qui nous font vivre, donc il faut un retour économique et c'est vrai que le bio apporte une plus-value sur la production. L'agriculture biologique repose sur un règlement européen, concrètement traduit en France par le label AB, géré par l'Institut national des signes officiels de qualité, l'INAO. Les démarches administratives pour intégrer ce label se révèlent simples et rapides. Sur les aspects réglementaires, il y a 2 obligations. La première, c'est se certifier auprès d'un organisme certificateur. Donc, il en existe une dizaine qui sont agréés en France pour contrôler l'agriculture biologique. Vous devez vous engager auprès d'un et en même temps, vous devez notifier votre activité à l'agence bio directement en ligne sur leur site internet. Donc on va se notifier à l'agence bio pour le GAEC de la Grangerie. Une fois les déclarations et enregistrements faits, les 3 ans de conversion commencent. Les producteurs peuvent alors bénéficier d'aides. Quand vous avez fait cette première démarche d'engagement, je dirais, auprès de l'organisme certificateur et de l'agence bio, vous avez ce que l'on appelle la période de conversion. En prunier, elle est de 3 ans après la récolte. Donc si vous vous engagez avant la récolte de août 2018, vous serez en bio pour la récolte 2021. Aujourd'hui, le dispositif d'aide à l'agriculture biologique repose essentiellement sur la déclaration PAC. Donc on a un dispositif aide à la conversion bio que l'on appelle MAE-CAB. C'est lors de la déclaration PAC que l'on fait sa demande d'aide bio. On a un pacte bio signé au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine qui a été signé par le conseil régional, l'ADRAF et toutes les organisations professionnelles, donc chambre d'agriculture, interprofession, réseau des agriculteurs bio. Et dans ce pacte bio, il a été décidé que l'aide à la conversion serait plafonnée par exploitation à 18 000 € par an, ce qui, en termes de pruniculture, on va dire, se traduit par la conversion maximum aidée au taux plein de 20 hectares de verger. Alors au niveau du séchage, vous avez les mêmes contrôles que vous avez à la production. C'est-à-dire vous devez absolument passer par une homologation de la station. Ce qui implique des mesures de contrôle. Donc chaque année, un organisme de contrôle, en l'occurrence chez nous Calisud, vient contrôler que nous avons bien un produit bio et que la transformation de ce produit bio va bien maintenir toutes les qualités du bio et que, à l'inverse, les consommateurs sont sûrs de pouvoir avoir du bio, du véritable dans leur assiette. Le contrôle est complètement indépendant, c'est un organisme de contrôle
qui n'appartient pas du tout à Cofidou, qui fait tout un tas de contrôles sur un grand nombre de produits agricoles notamment. Cela ne nécessite aucun investissement nouveau. Par contre, il faut revoir la procédure, c'est-à-dire les produits bio doivent passer en priorité le matin après un nettoyage de la veille pour qu'on n'ait pas de problème de contamination croisée entre le bio et le conventionnel. Cofidou, reconnue organisation de producteurs, a les devoirs de les accompagner. Empreinte d'une politique volontariste, elle propose des aides sur les produits de biocontrôle ou sur les semences de couverts végétaux. Elle aide également à faire le lien entre le consommateur et le producteur. Les pruneaux d'Agen bio vont à 80% sur le marché français. Sur ce marché, 70% va au jus de pruneau, le reste étant dédié aux pruneaux de bouche. Cofidou, on est une coopérative, donc on est aussi impliqué sur la partie aval. Donc on travaille avec différents acteurs. Donc on peut travailler avec des grossistes, on peut travailler avec des réseaux spécialisés. La grande distribution peut s'intéresser aussi au bio. Donc nous, on travaille avec tout le monde, on discute avec tout le monde, on est assez ouvert. Pour nous, l'intérêt, c'est de valoriser au mieux la récolte de nos producteurs et de pérenniser leur exploitation. Mathilde Delègue est gérante du magasin Le Grand Panier Bio à Toulouse, qu'elle a ouvert il y a 1 an et demi. Elle y vend les pruneaux d'Agen bio de Cofidou sous toutes ses formes. J'ai décidé de faire un partenariat avec la coopérative Cofidou. Déjà dans un premier temps car ce sont des producteurs qui se situent proches de mon magasin. Donc ils sont situés sur Agen, nous sommes sur Toulouse. Donc ça nous permet d'avoir vraiment des produits locaux. Et puis essentiellement parce que la coopérative Cofidou donc, a de nombreux producteurs qui sont vraiment des producteurs qui font du travail de qualité. Ils aiment leurs produits, leur production et ils ont vraiment un objectif de qualité dans tout ce qui est la transformation et la production de leurs produits. On a mis en place un partenariat de 3 ans, donc parce que vraiment ça permet aux producteurs de pouvoir se projeter et vraiment de les amener à pouvoir pérenniser leur production, investir de façon très, très sécurisée. Pruneaux bio de la propriété, pruneaux mi-cuits et des gâteaux faits à base de purée de pruneaux. Donc purée qui remplace le beurre et le sucre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir certains producteurs de la coopérative Cofidou qui sont venus dans notre magasin pour présenter les produits. Donc ça, c'est très important pour nous parce que grâce à ça, on peut faire découvrir le produit aux clients, le mettre en avant parce qu'il n'y a rien de tel que faire goûter un produit pour montrer qu'il est bon et pour montrer sa qualité. Les 2 recettes. Fruits broyés avec un peu de sucre. C'est très moelleux, c'est très bon ça. Alors nous avons aussi donc de la crème de pruneau. Pour moi, les enjeux d'avenir, c'est de trouver dans la production une sorte d'équilibre, de compromis entre différentes options. Il y a une notion de production déjà, d'avoir une production qui soit suffisante en quantité pour qu'elle soit rémunératrice pour le producteur. Mais il faut assurer cette production tout en respectant une notion de qualité. Et pour moi, là, c'est un enjeu fort d'avenir, c'est-à-dire que le bio se démarque par un itinéraire de conduite qui exige un mode de culture, mais il faut qu'également il puisse garantir une qualité de fruits et que ça se retrouve pour le consommateur à la fois au niveau du goût, c'est-à-dire qu'il soit sûr de l'itinéraire et de la qualité et du goût du produit. Les prochains défis sur l'exploitation, c'est cultiver d'autres espèces fruitières en bio, notamment peut-être de la prune de table ou abricot. Jusqu'à maintenant, on disait qu'il faut être de la fourche à la fourchette. Et je crois qu'il y a un changement. Aujourd'hui, on doit être de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire qu'on doit répondre aux demandes des consommateurs. Et ça, je crois que c'est une grosse différence et c'est quelque chose aujourd'hui. Le consommateur va nous demander des produits de plus en plus sains. C'est à nous à y répondre. Le bio rend les gens plus heureux, oui, certainement, oui. Plus heureux à titre personnel, parce qu'on a un plaisir de retrouver un peu la nature. Et c'est pas un terme galvaudé. C'est-à-dire qu'on retrouve peut-être des vraies valeurs. Donc c'est retrouver, réexpliquer ce qu'est un sol, essayer de comprendre comment fonctionne l'arbre et ça c'est important.
c'est important sur un plan personnel. Beaucoup de producteurs disent après coup qu'ils ont retrouvé de l'intérêt pour leur métier. Je crois que ça, c'est quand même un facteur important à l'heure actuelle dans le monde agricole.